La chaleur pesait d'en haut comme une masse qu'elle sentait dans ses os, et Maya essuya la sueur de son front avec le dos de sa main, laissant une traînée de poussière sur sa peau. Elle avait 12 ans, mais se déplaçait avec l'épuisement précautionneux de quelqu'un de bien plus âgé, quelqu'un qui avait appris trop tôt que le monde n'offrait pas sa bonté gratuitement. Ses pieds nus avançaient lentement sur le bitume brûlant, les orteils noircis par la crasse d'avoir arpenté ces rues depuis l'aube, et le petit panier tressé qu'elle portait contenait peut-être 2 douzaines de caramels au beurre salé fait maison, emballés dans des bouts de papier sulfurisés. Chaque pièce représentait des heures de travail dans leur cuisine exiguë, le sucre soigneusement rationné, le beurre acheté avec des pièces qu'elle avait mendiées à des inconnus la semaine précédente. Son estomac était vide depuis la veille au soir, une douleur sourde qu'elle avait appris à ignorer, et elle gardait les yeux fixés sur la rangée de maisons devant elle, chacune plus grande et plus imposante que la précédente. Ce quartier existait dans un monde différent du sien. Ici, les jardins s'étendaient, vastes et d'un vert impossible, des arroseurs automatiques tournoyant paresseusement sous le soleil de l'après-midi, et les hôtels particuliers se dressaient derrière de hauts portails comme des forteresses bâties pour maintenir les gens comme elle à l'extérieur. Elle avait déjà frappé à 17 portes ce jour-là. La plupart avaient refusé de s'ouvrir. 3 s'étaient entr'ouvertes, juste assez pour que des yeux méfiants la dévisagent avant de la congédier d'un sec mouvement de tête. Un homme lui avait hurlé de partir avant qu'il n'appelle la police. Elle n'avait pas pleuré. Sa mère lui avait appris que les larmes ne résolvaient rien, que la survie exigeait une colonne vertébrale en fer, et Maya avait complètement intériorisé cette leçon. Sa mère était alitée à la maison maintenant, trop faible pour se tenir debout sans aide, son corps consumé par une maladie qu'elle n'avait pas les moyens de soigner correctement. Les médicaments prescrits par le dispensaire coûtaient plus que ce qu'elle gagnait en un mois. Sa grand-mère était à l'hôpital depuis 3 semaines, son état s'aggravant de jour en jour, et les factures s'accumulaient comme des nuages d'orage à un horizon auquel elle ne pouvait échapper. Maya vendait ses caramels parce que c'était la seule chose qu'elle savait faire, la seule façon pour elle de contribuer, et elle parcourait ces rues opulentes parce que les temps désespérés exigeaient des mesures désespérées. Elle ne pensait pas à l'injustice de la situation. Elle se contentait de mettre un pied devant l'autre et de continuer à avancer. Le portail apparut devant elle comme sorti d'un conte de fées, en fer forgé peint d'un noir brillant, et au-delà s'étendait une allée qui serpentait à travers des jardins manucurés vers une demeure qui ressemblait moins à une maison qu'à un monument. Maya s'arrêta. Le souffle lui manqua. Elle avait déjà vu la richesse, l'avait entrevue à travers des vitres de voitures et derrière les baies vitrées de restaurants, mais ceci était différent. C'était une richesse qui s'affichait sans honte, qui s'étalait sur des hectares de terrain comme si l'espace lui-même pouvait être possédé et accumulé. La maison s'élevait sur 3 étages, des colonnes blanches encadrant une porte d'entrée massive. Des fenêtres scintillant sous le soleil de fin d'après-midi, comme des yeux qui observaient. Un instant, elle songea à passer son chemin, convaincue que personne ici n'achèterait de bonbons à une enfant sale. Mais elle pensa alors à la respiration laborieuse de sa mère, à la main frêle de sa grand-mère serrant la sienne, et elle s'avança. Son doigt appuya sur le petit bouton à côté du portail. Une sonnerie retentit quelque part au cœur de la propriété, électronique et stridente, et Maya attendit. Les secondes s'étirèrent, semblant durer des minutes. La chaleur continuait de l'écraser. Une goutte de sueur coula le long de sa colonne vertébrale sous sa robe délavée. Elle changea le panier de bras et s'apprêtait à faire demi-tour quand elle entendit des pas s'approcher, des chaussures dures sur la pierre. Puis, le mécanisme du portail cliqueta et commença à s'ouvrir. L'homme qui apparut devant elle était grand et droit, les épaules carrées dans un costume anthracite parfaitement taillé. Son visage avait cette sorte de symétrie qui suggérait une bonne lignée et une meilleure nutrition,
une mâchoire forte et rasée de près, des cheveux sombres peignés en arrière sans une mèche qui dépasse, et ses yeux l'étudièrent avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. La surprise, peut-être. La confusion. Il ressemblait à quelqu'un qui avait sa place dans des salles de conseil et des restaurants chers, pas à quelqu'un qui se tenait à un portail pour parler à une enfant vendant des bonbons. Maya déglutit difficilement et se força à parler. « Monsieur, voudriez-vous acheter des caramels pour aider ma grand-mère » Sa voix sortit plus fluette qu'elle ne l'avait voulu, mais assez claire. Elle leva le panier pour qu'il puisse voir les morceaux emballés à l'intérieur. David de Courville se dirigeait vers son bureau lorsque la sonnerie du portail avait retenti. Il n'attendait personne, et son personnel de maison s'occupait généralement des livraisons ou des visiteurs. Mais quelque chose l'avait poussé à répondre lui-même. C'était peut-être l'agitation qui le tourmentait toute la journée. Cette vague insatisfaction qu'aucune quantité de travail ne semblait guérir. Maintenant, il se tenait là, regardant une enfant qui semblait à au moins 2 repas d'une alimentation correcte, sa robe rapiécée et délavée par le soleil, ses pieds nus et sales, et il sentit une oppression dans sa poitrine qu'il ne pouvait nommer. « Attendez ici, dit-il, sa voix sortant plus bourrue qu'il ne l'avait voulu. Il se retourna et repartit vers la maison, laissant le portail ouvert derrière lui, et Maya le regarda disparaître par la porte d'entrée massive. Elle resta parfaitement immobile. Le portail restait ouvert. L'homme ne lui avait pas dit de partir. De là où elle se tenait, elle pouvait voir le coin de la maison, apercevoir la pelouse manucurée et les buissons fleuris qui bordaient l'allée, et la curiosité l'attira comme une force physique. Elle fit un pas prudent en avant, puis un autre. Aucune alarme ne retentit. Personne ne sortit pour la renvoyer. L'intérieur du domaine l'appelait, et Maya se retrouva à s'approcher, attirée par un mélange d'émerveillement et d'audace téméraire. La porte d'entrée avait été laissée légèrement entr'ouverte. À travers l'ouverture, elle pouvait entrevoir un sol en marbre, couleur crème et poli jusqu'à un éclat de miroir, et le bord de ce qui ressemblait à une table ornée portant un vase de fleurs fraîches. L'air qui s'en échappait était frais, climatisé à une température qu'elle n'avait connue que dans les centres commerciaux quand elle était plus jeune, avant que les choses ne deviennent si difficiles. Elle hésita sur le seuil. C'était mal. Elle savait que c'était mal. Elle n'était pas censée entrer sans y être invitée. Mais l'homme avait laissé la porte ouverte, avait laissé le portail ouvert, et une partie d'elle-même raisonna que s'il avait vraiment voulu qu'elle reste dehors, il aurait fermé les 2 derrière lui. Maya entra. La fraîcheur la saisit immédiatement, lui donnant la chair de poule sur sa peau chauffée par le soleil. Le hall d'entrée s'étendait devant elle comme une galerie de musée, les murs peints d'un ivoire doux et décorés de peintures à l'huile dans des cadres dorés. Le sol sous ses pieds sales brillait si fort qu'elle pouvait y voir son reflet, déformé et vacillant. Un lustre pendait au-dessus de sa tête, des larmes de cristal captant la lumière de fenêtres qu'elle ne pouvait voir. Tout sentait le propre, le produit à polir les meubles, les fleurs fraîches et l'argent. Elle avança lentement, les yeux écarquillés, absorbant des détails qui semblaient impossibles. Une console au pied sculptée en pattes de lion, un miroir encadré de ce qui aurait pu être de l'or véritable. Un couloir menant plus profondément dans la maison, et le long de ce couloir des photographies. Elle se dirigea vers elle sans le vouloir. Ses pieds la portèrent en avant, tandis que son esprit restait abasourdi par l'opulence qui l'entourait. Les photographies étaient accrochées dans un arrangement soigné, des images en noir et blanc mêlées à de la couleur, et ses yeux passaient d'un cadre à l'autre sans vraiment les voir, jusqu'à ce que soudain, il se focalise et son souffle se coupe complètement. La photographie n'était pas grande, peut-être 20 par 25 centimètres, et elle était accrochée au bout du couloir dans un cadre en or brossé. L'image montrait une version plus jeune de l'homme qui venait de partir, son visage moins marqué mais indubitablement le même, et à côté de lui se tenait une femme. La femme était jeune, au début de la vingtaine peut-être. Ses cheveux sombres tirés en arrière,
son sourire radieux et sincère, et elle tenait le bras de l'homme avec une affection évidente. Cette femme était sa mère. Il n'y avait absolument aucun doute dans l'esprit de Maya. Elle avait vu assez de photographies de sa mère d'avant, de l'époque où les choses étaient différentes, pour reconnaître ce visage. La forme des yeux, la courbe de la bouche, le petit grain de beauté sur la pommette gauche. C'était Rachel, sa mère, plus jeune, en bonne santé et heureuse d'une manière que Maya n'avait jamais vue en personne. Ses jambes devinrent faibles. Le panier glissa de sa prise et heurta le sol avec un bruit sourd, des morceaux de caramel se répandant sur le marbre immaculé. Maya ne le remarqua pas. Toute son attention restait fixée sur la photographie, son esprit parcourant des questions impossibles. Pourquoi la photo de sa mère serait-elle accrochée dans cette maison? Pourquoi serait-elle photographiée avec cet homme riche? Sa mère lui avait dit tant de fois que son père était mort avant sa naissance, qu'il n'y avait pas d'autres parents, qu'elle n'avait personne d'autre qu'elle-même et sa grand-mère. Mais voici la preuve de quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de caché, et Maya sentit les fondations de sa compréhension commencer à se fissurer. David revint de l'intérieur de la maison avec plusieurs billets pliés dans sa main, plus que la valeur des bonbons, bien plus, car quelque chose dans le désespoir évident de l'enfant avait touché une corde sensible en lui. Il lui donnerait l'argent, achèterait tout le panier si nécessaire, et ajouterait peut-être un peu plus pour les frais médicaux qu'elle avait mentionnés. Mais quand il entra dans le couloir et vit où elle se tenait, vit ce qu'elle regardait, l'argent glissa de ses doigts et tomba au sol sans qu'il s'en aperçoive. La jeune fille se tenait figée devant la photographie de Rachel. Sa Rachel, la femme qu'il avait aimée de chaque fibre de son être, la femme qu'il s'était préparé à épouser, la femme qui lui avait été enlevée plus d'une décennie auparavant dans un accident de voiture qui l'avait laissé vide à l'intérieur. Il l'avait pleuré comme il se doit, avait assisté aux funérailles, avait passé des années à apprendre à vivre avec le deuil, et pourtant voici cet enfant qui fixait son image comme si elle la reconnaissait. « Pourquoi la photo de ma maman est dans votre maison ?» La voix de Maya sortit fine et tremblante, à peine plus qu'un murmure. David entendit les mots, mais ils n'eurent pas immédiatement de sens. Son cerveau luttait pour les traiter. « Votre maman ». Cet enfant prétendait que Rachel était sa mère, mais Rachel était morte. Rachel était morte il y a 12 ans. Les funérailles avaient eu lieu cercueil fermé, mais sa mère s'était occupée de toutes les dispositions, lui avait montré l'acte de décès, l'avait guidé à travers ces mois sombres, avec une ferme insistance sur le fait qu'il devait aller de l'avant. Il lui avait fait entièrement confiance. Mais maintenant, cette fille se tenait devant lui, affirmant quelque chose d'impossible. Il fit un pas de plus. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il fixa le visage de l'enfant, la regarda vraiment pour la première fois, et sentit quelque chose de froid se répandre dans sa poitrine, la forme de son nez, la ligne de sa mâchoire, la façon dont ses sourcils se fronçaient quand elle était contrariée. Elle ressemblait à Rachel. Mon Dieu, elle ressemblait exactement à Rachel. « Comment t'appelles-tu » La question sortit d'une voix rauque. « Maya », répondit-elle, fixant toujours la photographie. « Maya Bernard. »« Et le nom de ta mère ?» Il connaissait déjà la réponse, mais avait besoin de l'entendre quand même. « Rachel Bernard. » Le couloir sembla basculer autour de lui. David s'agrippa au bord d'une console pour se stabiliser, ses jointures blanchissant. Rachel Bernard. Le même nom. Ce ne pouvait être une coïncidence. Ce ne pouvait être une erreur bizarre. Mais comment? Comment Rachel pouvait-elle être en vie? Comment pouvait-elle avoir une fille de cet âge? La jeune fille semblait avoir 11 ou 12 ans, ce qui signifierait qu'elle était née à peu près au moment où Rachel était censée être morte. Ce qui signifiait que Rachel aurait pu être enceinte quand elle a disparu. Il se dirigea vers la chaise la plus proche et s'y laissa tomber sans grâce, ses jambes cédant simplement sous lui. Il porta ses mains à son visage et resta ainsi pendant plusieurs longues secondes, son monde entier se réorganisant autour de cette nouvelle information impossible.
Quand il baissa enfin les mains et regarda à nouveau Maya, elle l'observait avec de grands yeux effrayés, son corps tendu comme si elle était prête à fuir. « Cette femme, dit-il, la voix mal assurée, était ma fiancée. Elle est morte il y a plus de 12 ans. C'est ma maman, dit fermement Maya, malgré la peur dans ses yeux. Elle n'est pas morte. Elle est malade en ce moment, mais elle est vivante. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Il essaya de se lever, essaya de l'atteindre, essaya de dire quelque chose qui aurait du sens, mais la peur de Maya l'emporta. Elle attrapa son panier par terre, ramassa les morceaux de bonbons éparpillés avec des mains tremblantes et courut. Ses pieds nus claquèrent sur le sol en marbre, alors qu'elle fuyait vers la porte ouverte, et David se jeta après elle trop tard. Le temps qu'il atteigne l'entrée principale, elle avait déjà franchi le portail, courant déjà dans la rue avec son panier serré contre sa poitrine, et aucun appel ne la ferait s'arrêter. David se tenait sur le seuil, respirant fort, son cœur martelant ses côtes. La rue au-delà du portail s'étendait, vide dans les deux directions, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur le trottoir. La jeune fille était partie, mais la vérité qu'elle avait apportée avec elle demeurait lourde et indéniable. Il rentra lentement, ferma la porte et s'appuya contre elle. Ses yeux se tournèrent vers la photographie toujours accrochée au mur. Le sourire de Rachel figé dans ce moment de bonheur qu'ils avaient partagé avant que tout ne s'effondre. Si ce que la fille disait était vrai, si Rachel n'était pas morte, si elle avait plutôt disparu et élevé une fille seule, alors tout ce qu'il croyait du passé était un mensonge. Et si c'était un mensonge, quelqu'un l'avait construit délibérément. Quelqu'un avait voulu qu'il croie Rachel morte. Quelqu'un avait orchestré sa disparition, puis l'avait couverte avec de faux documents et des funérailles fabriquées. Sa mère. La prise de conscience tomba dans son esprit comme une pierre dans une eau calme. C'était sa mère qui lui avait apporté la nouvelle de la mort de Rachel. C'était sa mère qui s'était occupée de toutes les dispositions. C'était sa mère qui lui avait montré le certificat, qui avait organisé la cérémonie, qui s'était assuré qu'il ne verrait jamais le corps. Sa mère n'avait jamais aimé Rachel, l'avait considérée comme inappropriée, avait clairement manifesté sa désapprobation à chaque occasion. Et si elle avait fait quelque chose d'impardonnable, et si elle avait chassé Rachel, l'avait menacée, l'avait payée, l'avait fait disparaître? La pensée le rendait malade, mais il ne pouvait pas l'écarter. David s'écarta de la porte et traversa la maison jusqu'à son bureau, l'esprit en ébullition. Il devait retrouver Maya, il devait tout savoir. Il devait comprendre ce qui s'était passé et pourquoi Rachel lui avait permis de croire qu'elle était morte. Mais plus que tout, il devait savoir si cet enfant était sa fille. Le timing correspondait. La ressemblance était là. Si Rachel avait été enceinte quand elle a disparu, si elle avait porté son enfant et l'avait élevé seule dans la pauvreté, pendant qu'il vivait 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 dans la pauvreté. Cet hôtel particulier entouré d'un luxe vide.
Alors il avait perdu plus que la femme qu'il aimait. Il avait perdu des années avec une fille dont il ignorait l'existence. Il prit son téléphone et composa le numéro de son chef de la sécurité. Quand l'homme répondit, David parla avec un calme forcé. « J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un. Une jeune fille, environ 12 ans, qui vend des bonbons dans le quartier. Elle s'appelle Maya Bernard. Je dois savoir où elle vit, avec qui elle vit, tout. Et je veux que ce soit fait discrètement. » Le chef de la sécurité ne posa aucune question, confirma simplement qu'il avait compris et qu'il commencerait immédiatement. David mit fin à l'appel et s'enfonça dans son fauteuil de bureau. La photographie sur son bureau le montrait serrant la main d'un dignitaire lors d'un événement caritatif, tous deux souriant pour l'appareil photo, et il fixa son propre visage sans se reconnaître. Il avait construit cette vie après avoir perdu Rachel, s'était jeté dans le travail et l'expansion de ses affaires, avait accumulé des richesses, des biens et de l'influence, et rien de tout cela n'avait comblé le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Maintenant, il découvrait que ce vide avait été fabriqué, que son chagrin était basé sur un mensonge, et la rage qui montait en lui n'avait nulle part où aller, car la personne la plus probablement responsable était déjà morte. Sa mère était décédée il y a 2 ans, emportant ses secrets avec elle. Maya courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent et que ses jambes tremblent, puis elle continua de courir. Le quartier riche laissa place à des rues de classe moyenne qui se transformèrent progressivement en îlots miteux qu'elle connaissait comme son chez-soi. Elle ne ralentit pas avant d'atteindre la ruelle étroite à côté de l'immeuble où elle et sa mère vivaient, puis elle s'appuya contre le mur de briques rugueux et haleta pour reprendre son souffle. Son esprit ne pouvait cesser de rejouer ce qu'elle avait vu, la photographie, la réaction de l'homme, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était un fantôme. Il avait dit que sa mère était sa fiancée, il avait dit qu'elle était morte. Mais sa mère était vivante, sa mère avait toujours été vivante. Alors pourquoi cet homme riche croyait-il le contraire ? Elle monta lentement les escaliers jusqu'à leur appartement du 3e étage, ses jambes lourdes de fatigue et de confusion. La porte n'était pas verrouillée, car la serrure était cassée depuis des mois, et elle n'avait de toute façon rien qui vaille la peine d'être volée. À l'intérieur, la pièce unique qui servait de cuisine, de chambre et de salon semblait étouffante malgré les fenêtres ouvertes. Sa mère était allongée sur le mince matelas dans le coin, sa respiration faible, son visage pâle sur l'oreiller défraîchi. Maya s'approcha d'elle et s'agenouilla, posant une main sur le bras de sa mère. « Maman » murmura-t-elle. Les yeux de Rachel s'ouvrirent lentement. Elle réussit un faible sourire. « Tu as vendu quelque chose, ma chérie ?» Maya secoua la tête. Le mensonge vint facilement car la vérité était trop grande, trop compliquée. « Pas grand-chose. Mais je réessayerai demain. » Elle ne mentionna pas l'hôtel particulier, ne mentionna pas la photographie ou l'homme qui l'avait regardée avec un tel choc. Quelque chose en elle comprit que prononcer ces mots à voix haute changerait tout, ferait éclater des secrets que sa mère avait passé des années à garder scellés, et Maya n'était pas encore prête. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, de temps pour comprendre. Alors elle ne dit rien, se contenta de tenir la main de sa mère et d'écouter sa respiration laborieuse jusqu'à ce que le sommeil les emporte toutes les deux. Les jours passèrent. L'équipe de sécurité de David fouilla les quartiers les plus pauvres de la ville, posant des questions dans les marchés, les dispensaires et au coin des rues, mais Maya avait disparu aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. David devenait de plus en plus frustré, incapable de travailler, incapable de penser à autre chose qu'au mystère que cette fille représentait. Il arpentait son bureau la nuit, fixant la photographie de Rachel, se remémorant chaque détail de leur temps ensemble. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée de charité. Elle travaillait comme serveuse, se déplaçant dans la foule avec une grâce étudiée, et quelque chose en elle avait immédiatement attiré son attention. Pas seulement sa beauté, bien qu'elle fût belle. C'était quelque chose de plus profond, une chaleur dans ses yeux, une gentillesse dans sa façon de parler aux gens.
Il avait trouvé des excuses pour lui parler tout au long de la soirée, et à la fin de la nuit, il l'avait convaincu de le laisser l'emmener dîner. Sa mère avait désapprouvé dès le début. Rachel ne venait de rien, n'avait aucune relation familiale, aucune éducation au-delà du lycée, aucune perspective. Mais David s'en était moqué. Pour la première fois de sa vie soigneusement contrôlée, il avait ressenti un bonheur authentique. Ils étaient sortis ensemble pendant 18 mois. Il l'avait demandé en mariage, sur une plage au coucher du soleil, lui avait donné un collier avec un pendentif en forme de cœur et une pierre bleue, et quand elle avait dit oui, il avait cru que leur avenir était assuré. Mais l'opposition de sa mère s'était alors intensifiée. Il y avait eu des disputes, des menaces déguisées en inquiétude, et Rachel était devenue plus silencieuse, plus renfermée. Il avait attribué cela au stress du mariage, l'avait assuré que tout irait bien une fois qu'ils seraient mariés. Et puis, un matin, elle était simplement partie. Pas de mots, pas d'explication. Sa mère était venue le voir une semaine plus tard avec la nouvelle de l'accident, et il ne l'avait jamais remise en question. Car pourquoi l'aurait-il fait? Pourquoi sa propre mère mentirait-elle sur une chose pareille? Maintenant, il savait pourquoi, parce que Rachel avait été enceinte et que sa mère aurait vu cela comme la menace ultime, le piège ultime. Elle aurait tout fait pour les séparer, et apparemment elle avait réussi au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. David se rendit à la demeure de sa mère le 7e jour de recherche. La maison était fermée depuis sa mort, entretenue par une société de gestion immobilière, et il ne l'avait pas visitée depuis des mois. Il entra avec la clé qu'il portait toujours, et traversa des pièces qui sentèrent la poussière et les vieux meubles. Tout était resté exactement comme avant. Sa mère avait été une femme d'habitude, d'ordre, et la preuve de son contrôle s'étendait à chaque recoin de cet endroit. Il commença à chercher méthodiquement, ouvrant les tiroirs et examinant les placards, à la recherche de tout ce qui pourrait confirmer ses soupçons. Dans son bureau privé, enfermé dans un tiroir de son secrétaire, il trouva un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents qui lui glacèrent le sang. Un contrat signé par Rachel, acceptant de quitter la ville et de ne plus jamais le contacter en échange d'une somme d'argent. Un acte de décès falsifié, des lettres d'un avocat détaillant les arrangements. Et au fond, une note de l'écriture de sa mère, problème de la fille réglé. Elle ne sera plus un souci. David lut ces mots 3 fois, chaque fois sentant la rage monter plus haut dans sa poitrine. Sa mère savait que Rachel était enceinte. Elle le savait et l'avait chassée quand même, l'avait menacée pour qu'elle signe la renonciation à tout son avenir, puis avait fabriqué un mensonge élaboré pour s'assurer qu'il ne la chercherait jamais. Il prit le dossier avec lui en quittant la maison. Il ne ferma pas la porte à clé derrière lui. Il monta dans sa voiture, retourna à sa propre demeure et s'assit dans son bureau, fixant la preuve de la cruauté de sa mère, jusqu'à ce que l'obscurité tombe à l'extérieur des fenêtres. Lorsque son téléphone sonna enfin avec des nouvelles de son équipe de sécurité, il répondit immédiatement. « Nous l'avons trouvée », dit le chef de la sécurité. « La jeune fille. Elle vit dans un immeuble d'appartements dans le quartier de Belleville, 3e étage. Nous avons l'adresse. » La main de David se crispa sur le téléphone. « Bien. Ne vous approchez pas. Gardez simplement l'endroit sous observation et prévenez-moi si quelque chose change. » Il mit fin à l'appel et resta assis en silence. Maintenant qu'il savait où la trouver, il se sentit soudainement incertain. Comment aborder cela? Que dire? Il ne pouvait pas simplement se présenter et exiger des réponses. La jeune fille s'était déjà enfuie de lui une fois, mais il devait faire quelque chose. Il devait connaître la vérité. Maya continuait de vendre des bonbons, bien que son cœur n'y soit plus. Elle se déplaçait machinalement dans les rues, offrant ses marchandises sans espoir, et la plupart des jours, elle ne vendait rien du tout. Son esprit revenait sans cesse à l'hôtel particulier, à la photographie, au visage choqué de l'homme. Elle voulait en parler à sa mère, mais la peur la retenait. La peur que poser des questions ne blesse sa mère, ne remue un passé que Rachel voulait clairement garder enfoui.
Alors Maya restait silencieuse, et le poids des secrets pesait sur elle. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle avec son panier vide, elle le vit. L'homme de l'hôtel particulier. Il se tenait au coin de sa rue, clairement déplacé dans ses vêtements chers, et quand leurs yeux se croisèrent à distance, elle se figea. Il ne fit aucun mouvement vers elle, resta simplement là à regarder, et après un long moment, il leva une main dans un petit salut. Maya ne lui rendit pas son salut. Elle se retourna et courut dans son immeuble, monta les escaliers en courant et fit irruption dans l'appartement où sa mère se reposait. « Il est là, » haleta-t-elle, « l'homme de l'hôtel particulier. Il nous a trouvés. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent de terreur. Elle lutta pour s'asseoir, ses bras minces tremblant sous l'effort. « Quel homme? De quoi parles-tu » Et alors Maya lui raconta tout. L'hôtel particulier, le portail, la photographie sur le mur, la réaction de l'homme quand elle avait dit que Rachel était sa mère, les autres photographies qu'il lui avait montrées, y compris une où Rachel portait le collier qu'elle portait encore tous les jours, même maintenant. Tout sortit dans un flot de mots, et Rachel écouta, une main pressée sur sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Quand Maya eut fini, le silence remplit l'appartement. Rachel regarda sa fille avec une expression de douleur et de regret si intense que Maya sentit ses propres yeux commencer à brûler de larmes. « Cet homme, dit lentement Rachel, s'appelle David de Courville. Il était l'amour de ma vie. Nous allions nous marier, et il est ton père. » Maya fixa sa mère, incapable de parler. La vérité qu'elle avait soupçonnée, la vérité qu'elle avait espérée contre tout espoir être réelle, venait d'être confirmée. L'homme riche de l'hôtel particulier était son père, ce qui signifiait que sa mère lui avait menti toute sa vie en disant qu'il était mort. « Pourquoi » Le mot sortit brisé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Pourquoi as-tu dit qu'il était mort ?» Rachel ferma les yeux. « Parce que j'essayais de te protéger. Parce que sa mère a menacé de nous détruire toutes les deux si je ne disparaissais pas. Parce que je pensais que si je te disais la vérité, tu essaierais de le trouver, et je ne pouvais pas risquer ce qui pourrait arriver si sa mère découvrait ton existence. » « Mais elle n'est plus là, n'est-ce pas ?» dit Maya. « Tu as dit qu'il était seul dans cette immense maison. Il n'y avait personne d'autre. » Rachel hocha lentement la tête. « Sa mère est morte il y a 2 ans. Je l'ai appris par de vieilles connaissances. Mais à ce moment-là, tant de temps avait passé, et j'étais déjà malade, et je me suis convaincu qu'il valait mieux laisser les choses telles qu'elles étaient. Je n'ai jamais imaginé que tu le trouverais par accident. »« Il est dehors en ce moment, » murmura Maya. « Il est dans notre rue. » Le visage de Rachel devint encore plus pâle. Elle essaya de se lever, mais ses jambes ne la soutenaient pas. Maya aida sa mère à se diriger vers la fenêtre et elles regardèrent en bas ensemble. 3 étages plus bas, David de Courville se tenait au coin de la rue, les mains dans les poches, regardant leur immeuble. Même à cette distance, elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon prudente dont il se tenait, comme s'il s'attendait à un impact. « Je dois lui parler, » dit doucement Rachel. « Après toutes ces années, je lui dois bien ça. » David se tenait au coin de la rue depuis 20 minutes quand il vit un mouvement à une fenêtre du 3e étage. 2 silhouettes, une petite et une plus grande, toutes 2 regardant vers lui. Il reconnut immédiatement Maya, et la silhouette plus grande à côté d'elle devait être Rachel. Son cœur commença à s'emballer. Il avait rejoué ce moment encore et encore dans son esprit, depuis qu'il avait découvert la vérité, avait imaginé 1000 façons différentes dont cela pourrait se dérouler, mais maintenant que cela se produisait réellement, il se retrouva paralysé. Puis, les silhouettes disparurent de la fenêtre. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrit et Maya en sortit. Elle s'avança lentement vers lui, l'air méfiant, et lorsqu'elle l'atteignit, elle s'arrêta à quelques mètres de distance. « Ma maman veut te parler, » dit-elle, « mais elle ne peut pas descendre. Elle est trop malade, tu dois monter. » David hocha la tête. Sa gorge était serrée.
Tu veux bien m'emmener à elle ?» Maya l'étudia un long moment, comme pour décider si elle pouvait lui faire confiance. Puis elle se retourna et le conduisit dans l'immeuble. Les escaliers étaient étroits et sombres, la peinture s'écaillait des murs. Et à chaque marche, David sentait le gouffre entre son monde et le leur s'élargir. C'était ici que sa fille avait grandi, ses murs tachés et ses planches cassées, cet immeuble qui sentait le moisi et la graisse de cuisson. Tandis qu'il avait vécu dans un hôtel particulier, avec plus de pièces qu'il ne pouvait en utiliser. La porte de l'appartement était ouverte. Maya le fit entrer et David pénétra dans un espace à peine plus grand que son dressing. Une seule pièce, une plaque chauffante sur un comptoir, un matelas par terre, des vêtements suspendus à des crochets au mur. Et là, luttant pour se tenir près de la fenêtre, se trouvait Rachel. Elle ne ressemblait en rien à la femme de ses photographies. Elle avait vieilli de 20 ans en 12 ans, son corps mince jusqu'à la fragilité, ses cheveux parsemés de gris prématurés. Mais ses yeux étaient les mêmes. Ses yeux qu'il avait aimés, maintenant remplis de peur, de douleur et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Rachel. Son nom sortit comme un murmure à peine audible. Elle se stabilisa contre le mur. « Bonjour, David. » Ils se regardèrent à travers le petit espace. 12 années de séparation, de mensonges et de chagrins pendaient entre eux comme une barrière physique. Maya se plaça aux côtés de sa mère, prête à la rattraper si elle tombait, et ce geste brisa quelque chose dans la poitrine de David. C'était sa fille, cette enfant courageuse et prudente qui avait survécu dans la pauvreté à cause de la cruauté de sa mère et de sa propre ignorance. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» La question sortit dure, malgré sa tentative de contrôle. « Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais morte ?» Les yeux de Rachel s'emplirent de larmes. « Parce que ta mère a menacé de me tuer si je ne partais pas. Parce qu'elle a dit que si jamais je te disais que j'étais enceinte, elle s'assurerait que je disparaisse pour de bon. Parce que j'étais terrifiée et seule et que je pensais que te laisser dans l'ignorance était le seul moyen de garder Maya en sécurité. » David sentit les mots comme des coups. « Ma mère m'a dit que tu étais morte dans un accident de voiture. Elle m'a montré un acte de décès. Elle a organisé des funérailles. Je t'ai pleuré, j'ai passé des années à te pleurer alors que tu étais en vie. Je sais. » La voix de Rachel se brisa. « Je suis tellement désolée. J'ai voulu te le dire 1000 fois. Mais j'avais si peur. » « Peur de quoi? Peur que je ne te protège pas? Peur que je ne te choisisse pas toi plutôt que ma mère ?» Sa voix monta malgré ses efforts pour rester calme. « Peur qu'elle fasse du mal à Maya, » dit Rachel, et les mots sortirent féroces malgré son état affaibli. « Ta mère a été claire. Si je restais, si je me battais, elle trouverait un moyen de me détruire, moi et tout enfant que je porterais. Elle avait l'argent, le pouvoir et les relations. Je n'avais rien. Qu'étais-je censé faire ?» David n'avait pas de réponse. Il pensa à sa mère, à sa froide certitude et à sa conviction absolue qu'elle savait ce qui était le mieux. Elle aurait fait exactement ce que Rachel décrivait. Elle aurait vu une petite amie enceinte comme un désastre à gérer et à éliminer. La prise de conscience le rendit malade. « J'ai trouvé des documents chez elle, » dit-il doucement. « Un contrat que tu as signé, des lettres de son avocat. Je sais ce qu'elle a fait. » Rachel hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Elle m'a donné de l'argent pour partir. Assez pour recommencer ailleurs. J'ai pensé à refuser, mais j'étais enceinte, seule et terrifiée. Alors je l'ai pris et je me suis enfuie. J'ai changé de nom, j'ai essayé de disparaître complètement. Quand Maya est née, je lui ai dit que tu étais mort parce que cela semblait plus simple que d'expliquer que sa grand-mère nous tuerait si elle découvrait notre existence. » David regarda Maya, qui les observait tous les deux avec de grands yeux. Elle ne dit rien, se contenta de serrer le bras de sa mère et d'attendre. Combien de choses cet enfant avait-elle été forcée de comprendre trop tôt? Combien de fardeaux avait-elle porté sans se plaindre? « Je veux aider, » dit-il. « Vous deux. Laissez-moi aider. » Rachel secoua la tête. « Nous n'avons pas besoin de charité.
Ce n'est pas de la charité. Maya est ma fille. Tu es... Il s'arrêta, ne sachant pas ce que Rachel était pour lui maintenant. Son ancienne fiancée. La femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. La mère de son enfant. S'il te plaît, laisse-moi faire quelque chose. Rachel regarda Maya, une communication silencieuse passant entre elles. Puis, elle hocha lentement la tête. La grand-mère de Maya, ma mère, est à l'hôpital. Les factures sont plus que ce que nous pouvons gérer. Si tu pouvais aider avec ça, je t'en serais reconnaissante. C'est fait, dit David immédiatement. Et ton traitement médical aussi. Tout ce dont tu as besoin. Je ne veux pas te devoir quelque chose. Tu ne me dois rien. C'est moi qui te dois 12 ans de la vie de ma fille. Les mots restèrent en suspens dans la petite pièce. Maya leva les yeux vers lui, et David vit ses propres traits se refléter sur son visage, preuve indéniable de leur lien. Il voulait tendre la main, la serrer dans ses bras, lui promettre que tout serait différent à partir de maintenant. Mais il resta immobile, sachant que gagner sa confiance prendrait du temps. « Il y a une chose que je dois savoir avec certitude, » dit-il prudemment. « J'aimerais que nous fassions un test ADN. Non pas parce que je doute de toi, mais parce que j'ai besoin d'être absolument sûr. Serais-tu d'accord ?» Rachel hésita, puis hocha la tête. « Oui, si c'est ce dont tu as besoin. » David sortit son téléphone et passa un appel. En 30 minutes, un service de test privé fut organisé, des échantillons prélevés sur lui et Maya dans l'appartement exigu. La technicienne promit des résultats dans la semaine. Quand la femme partit, un silence inconfortable s'installa entre eux. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Maya, sa voix fluette. David la regarda et essaya de sourire, bien que son visage semblât raide. « Maintenant, nous allons apprendre à nous connaître, si ça te va. » Maya jeta un coup d'œil à sa mère, qui hocha la tête pour l'encourager. « Je suppose, » dit Maya. Ce n'était pas la réponse enthousiaste qu'il avait espérée, mais c'était un début. David resta 1 heure de plus, posant des questions prudentes, apprenant des choses sur leur vie. Rachel lui parla des années passées à déménager d'un endroit à l'autre, craignant toujours que les enquêteurs de sa mère ne les trouvent. Elle lui parla des emplois qu'elle avait occupés, des difficultés à se nourrir et se loger, de la maladie grandissante qui l'avait finalement empêché de travailler. Maya écoutait en silence, et David se demanda quelle part de tout cela elle connaissait déjà et quelle part était nouvelle pour elle. Quand il partit enfin, promettant de revenir le lendemain, David descendit les escaliers et sortit dans l'air du soir, se sentant comme s'il avait été retourné de l'intérieur. Tout ce qu'il pensait savoir de sa vie s'était révélé faux, mais sous la colère et le chagrin, autre chose grandissait, l'espoir. L'espoir, fragile et timide, qu'il pourrait peut-être encore construire quelque chose à partir des décombres du passé. Il revint le lendemain avec des provisions, des médicaments, un chèque qui couvrirait les factures d'hôpital de la mère de Rachel et plus encore. Il revint le surlendemain et le jour d'après, restant chaque fois un peu plus longtemps, parlant un peu plus facilement. Maya restait prudente avec lui, mais commença lentement à se détendre, posant des questions sur son travail, sa maison et s'il avait des animaux de compagnie. Il répondit à tout honnêtement, essayant de lui donner l'espace nécessaire pour décider par elle-même du type de relation qu'il pourrait avoir. Le 5e jour, il apporta le dîner d'un restaurant cher, bien trop de nourriture pour 3 personnes, mais il n'avait pas su quoi commander. Ils s'assirent par terre dans le petit appartement car il n'y avait pas de table et mangèrent des pâtes, des légumes rôtis et du pain frais. Et pour la première fois, David sentit quelque chose comme une normalité commencer à émerger. Rachel semblait légèrement plus forte, les médicaments qu'il avait fournis faisant déjà une différence. Maya rit à quelque chose qu'il dit, un rire sincère qui illumina son visage, et David sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Je peux te poser une question ?» dit Maya alors qu'il finissait de manger. « Bien sûr. Si tu es vraiment mon père,
Où étais-tu pendant toute ma vie? La question était directe, sans détour et absolument juste. David soutint son regard fermement. Je ne savais pas que tu existais. Ta mère et moi avons été séparés avant qu'elle ne sache qu'elle était enceinte. Et ma mère s'est assurée que je la crois morte. J'aurais été là si j'avais su. Je veux que tu le croies. Tu le crois, maman? Demanda Maya en se tournant vers Rachel. Rachel regarda David avec une expression qui contenait trop d'émotion pour être nommée. Oui, dit-elle finalement. Je crois qu'il dit la vérité. Ta grand-mère était très douée pour contrôler les choses, pour s'assurer que tout se passe comme elle le voulait. Elle a l'air horrible, dit Maya sans embâge. Elle l'était, admit David. À bien des égards, elle l'était. Les résultats du test ADN arrivèrent le 8e jour. David ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, bien qu'il sût déjà ce qu'elle dirait. Les chiffres sur la page le confirmaient avec une certitude scientifique. 99,9% de probabilité de paternité. Maya était sa fille. Il avait un enfant. Toutes les années qu'il avait passées à construire son empire, à accumuler richesse et succès, et la chose la plus importante de sa vie, avait grandi dans la pauvreté à quelques kilomètres de là, inconnu et inaccessible. Il appela Rachel immédiatement. Les résultats sont arrivés. C'est ma fille. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis la voix de Rachel, épaisse d'émotion. Je sais. Je peux venir? Oui. Il conduisit plus vite qu'il n'aurait dû, l'enveloppe serrée dans une main, son cœur battant la chamade. Quand il arriva à l'appartement et monta ses escaliers étroits, il trouva Rachel et Maya qui attendaient ensemble, se tenant la main. Il leur montra les résultats et regarda le visage de Maya pendant qu'elle lisait les chiffres, vit le moment où la réalité de la situation s'ancra en elle. « Alors, tu es vraiment mon papa ?» dit-elle en le regardant. « Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» David s'agenouilla pour qu'il soit à la même hauteur. « Ça veut dire que je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. Ça veut dire que tu n'auras plus jamais à vendre de bonbons dans la rue. Ça veut dire que ta mère recevra les soins médicaux dont elle a besoin. Ça veut dire que tu as une famille, une maison, et quelqu'un qui te protégera et prendra soin de toi. C'est ça que ça veut dire. » Les yeux de Maya s'emplirent de larmes. « Je ne sais pas comment t'appeler. Tu peux m'appeler David pour l'instant, on trouvera le reste au fur et à mesure. » Elle hocha la tête, s'essuyant le visage avec le dos de sa main. David tendit la main avec hésitation, et elle se jeta dans ses bras, le laissant la tenir pour la première fois, en tant que père et fille. Par-dessus sa tête, il croisa le regard de Rachel et vit des larmes couler aussi sur son visage. Ils avaient tous tant perdu. Mais peut-être, d'une manière ou d'une autre, pourraient-ils commencer à reconstruire. David insista pour qu'elle quitte cet appartement immédiatement. Rachel résista d'abord, sa fierté la rendant réticente à accepter une aide aussi spectaculaire. Mais quand David souligna que sa santé continue exigeait de meilleures conditions de vie, elle céda. Il leur loua une petite maison dans un quartier décent, la meubla entièrement et ouvrit des comptes pour couvrir toutes leurs dépenses. Il voulait les inviter à vivre dans son hôtel particulier, mais Rachel avait clairement indiqué qu'elle avait besoin de temps, besoin de tout digérer, besoin de maintenir un certain sens de l'indépendance. Il respecta cela, même si une partie de lui voulait les garder près de lui, où il pourrait les voir, où il pourrait s'assurer qu'elles étaient en sécurité. Maya s'adapta à ces nouvelles circonstances avec une résilience remarquable. La maison avait un jardin où elle pouvait jouer, sa propre chambre avec un vrai lit, et plus de nourriture dans la cuisine qu'elle ne savait quoi en faire. Elle arrêta de vendre des bonbons. À la place, elle passait ses journées à explorer le quartier, à se faire des amis avec d'autres enfants, et à apprendre lentement à être de nouveau une enfant, plutôt qu'une adulte miniature portant le poids de la survie de sa famille. David venait les voir tous les jours,
parfois 2 fois par jour, son empire commercial tournant tout seul pendant qu'il se concentrait sur la construction d'une relation avec sa fille. Ils allaient ensemble au parc, au cinéma, dans des restaurants où Maya regardait avec des yeux écarquillés des menus plus longs que son bras. Il lui acheta des vêtements, des livres et des jouets, tout ce qu'elle n'avait jamais eu, et regardait son visage s'illuminer à chaque nouveau cadeau. Mais plus que les choses matérielles, il lui donnait du temps et de l'attention, écoutant ses histoires, répondant à ses questions sans fin, lui apprenant à jouer aux échecs et lui expliquant son travail en termes simples qu'elle pouvait comprendre. Rachel se rétablit lentement, mais sûrement, les médicaments et une bonne nutrition opérant de petits miracles. La couleur revint sur son visage et elle reprit une partie du poids qu'elle avait perdu. David s'arrangea pour que sa mère soit transférée dans un meilleur hôpital, où le traitement était plus agressif, et bien que le pronostic de la vieille femme restât incertain, au moins elle était à l'aise et recevait des soins appropriés. Rachel lui rendait visite tous les jours, et parfois David l'y conduisait, attendant dans le hall pendant que la mère et la fille passaient du temps ensemble. La relation entre David et Rachel restait complexe. Ils n'étaient pas exactement des étrangers, mais ils n'étaient pas non plus les personnes qui s'étaient aimées 12 ans auparavant. Trop de choses s'étaient passées. Trop de douleurs s'étaient accumulées. Ils se déplaçaient prudemment l'un autour de l'autre, polis et prévenants, mais avec une tension sous-jacente que ni l'un ni l'autre ne savait comment aborder. Parfois, David surprenait Rachel le regardant avec une expression de tristesse si profonde qu'il devait se détourner. D'autres fois, il voyait quelque chose de plus chaleureux dans ses yeux, un écho de ce qu'ils avaient partagé autrefois, et l'espoir flambait dans sa poitrine avant qu'il ne le réprime. Un soir, après que Maya fut allée se coucher, Rachel l'invita à rester pour un café. Ils s'assirent dans sa petite cuisine, le silence s'étirant confortablement entre eux pour la première fois depuis des semaines. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », dit soudain David, les mots sortant sans sa permission. « Même quand je te croyais morte, même après toutes ces années, je ne suis jamais passé à autre chose. » Rachel baissa les yeux sur sa tasse de café. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus. Mais je ne sais pas si ça a encore de l'importance. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Le sommes-nous, ou sommes-nous simplement plus âgés et plus prudents? David, tu vis dans un hôtel particulier, tu diriges un empire commercial, tu évolues dans des cercles que je ne peux même pas imaginer. J'ai élevé notre fille dans la pauvreté. Je t'ai laissé croire que j'étais morte. Comment pouvons-nous revenir de ça? Nous prenons les choses un jour à la fois, dit-il. Nous verrons où ça nous mène. Nous n'avons pas à tout décider tout de suite. Rachel croisa son regard par-dessus la petite table. Qu'attends-tu de moi? Tout, admit-il. Mais je prendrai tout ce que tu es prête à donner. Elle ne répondit pas immédiatement, mais sa main traversa la table pour se poser sur la sienne. Ils restèrent ainsi un long moment, connectés par ce simple contact, et pour la première fois depuis que la vérité avait éclaté, David sentit quelque chose comme la paix s'installer en lui. Les semaines se transformèrent en mois. David continua ses visites, continua de construire sa relation avec Maya, et lentement la gêne entre lui et Rachel commença à s'estomper. Ils prirent des rythmes et des routines. Dîner du dimanche ensemble, soirée cinéma du mercredi, petit déjeuner du samedi matin avant le cours de dessin de Maya, auquel David l'avait inscrite après avoir remarqué son talent. La maison se remplit des œuvres d'art de Maya, des pièces colorées représentant des familles, des maisons et des soleils éclatants, et David chérissait chacune d'entre elles. Maya commença à l'appeler papa. Cela se fit progressivement, naturellement, sans moment de décision dramatique. Un jour, elle dit simplement « Papa, tu peux m'aider avec ça ?» Et le cœur de David faillit s'arrêter. À partir de ce moment, ce fut simplement ainsi qu'elle s'adressa à lui, et chaque fois qu'il l'entendait, le mot ressemblait à un cadeau qu'il n'avait pas mérité, mais qu'il voulait désespérément mériter,
La santé de Rachel continua de s'améliorer jusqu'à ce que ses médecins la déclarent dans un état stable, bien qu'elle ait besoin d'un traitement continu. Sa mère finit par se rétablir suffisamment pour quitter l'hôpital et s'installa dans la maison avec elle, une femme frêle mais au regard vif qui observait David avec une méfiance ouverte à chacune de ses visites. Mais quand elle vit à quel point Maya était heureuse, à quel point on s'occupait bien d'elle, une partie de son hostilité s'adoucit. David géra ses sentiments concernant les actions de sa mère grâce à de longues séances avec un thérapeute qu'il avait finalement consenti à voir. La colère et la trahison demeuraient, mais en parler l'aida à comprendre que sa mère avait agi par son propre sens tordu de la protection, incapable de voir au-delà de ses préjugés et de son besoin de contrôle. Cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait, mais cela lui donnait un cadre pour traiter le deuil d'avoir perdu non seulement Rachel toutes ces années auparavant, mais aussi sa relation avec sa mère. Il ne lui pardonnerait jamais. Mais il pouvait au moins commencer à avancer. 6 mois après que les résultats ADN eurent confirmé la paternité de Maya, David prit une décision. Il ne pouvait pas continuer à vivre seul dans l'hôtel particulier pendant que sa fille et la femme qu'il aimait vivaient dans une maison louée à l'autre bout de la ville. Il était temps de s'engager pleinement dans cette famille ou de s'en aller, et s'en aller n'avait jamais été une option réelle. Il aborda Rachel un soir, où Maya était chez une amie. « Je veux que vous emménagiez dans l'hôtel particulier, toutes les deux. Ta mère aussi si elle le veut. J'ai plus qu'assez de place et ça n'a pas de sens que nous vivions séparément alors que nous essayons d'être une famille. » Rachel le regarda attentivement. « C'est ce que nous faisons? Essayer d'être une famille? N'est-ce pas ?» Elle prit une profonde inspiration. « David, si nous emménageons avec toi, les gens vont se poser des questions, faire des suppositions. Les amis de Maya, tes associés, tout le monde voudra savoir quelle est la relation entre nous. Alors nous leur dirons la vérité, que tu es la femme que j'aime et que Maya est notre fille. Mais nous ne sommes pas ensemble, pas comme ça. Pas encore, convint-il. Mais Rachel, je n'ai jamais cessé de le vouloir, jamais cessé de l'espérer. Je sais que nous ne pouvons pas simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Trop de choses se sont passées. Mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Elle resta silencieuse un long moment. Et si je ne suis pas prête pour ça, si j'ai besoin de plus de temps, alors j'attendrai. J'attendrai aussi longtemps que tu en auras besoin, mais s'il te plaît, emménage quand même dans la maison. Laisse-moi prendre soin de vous correctement. Laisse Maya avoir la stabilité, l'espace et tout ce dont elle a été privée. Vous pouvez avoir vos propres chambres, votre propre intimité, toutes les limites dont tu as besoin. Je veux juste que nous soyons sous le même toit. » Rachel étudia son visage, cherchant quelque chose. Ce qu'elle y trouva dut la satisfaire car elle finit par hocher la tête. « D'accord. Nous emménagerons. Mais nous prenons les choses lentement. Pas de précipitation, pas de pression. » D'accord. Le déménagement se fit sur une semaine. David leur attribua une aile entière de l'hôtel particulier, donnant à Rachel et Maya des chambres adjacentes avec salle de bain privée et aménageant une suite confortable pour la mère de Rachel au même étage. L'espace était plus grand que la maison qu'elles avaient louée, et Maya courait dans les couloirs avec un plaisir évident, explorant chaque recoin. Le personnel de maison, qui se composait principalement d'un service de nettoyage et de traiteurs occasionnels, s'agrandit pour inclure une gouvernante à plein temps et un cuisinier, que David sélectionna soigneusement pour s'assurer qu'il serait gentil avec Maya et respectueux envers Rachel. Il précisa que c'était leur maison maintenant, pas seulement la sienne, et qu'elle devait être traitée en conséquence. Maya s'épanouit dans ce nouvel environnement. Elle avait de l'espace pour s'étaler, une bibliothèque pleine de livres à explorer, un piano dans le salon de musique, pour lequel David organisa des leçons. Ses œuvres d'art commencèrent à couvrir les murs de l'hôtel particulier, comme elles avaient couvert les murs de la petite maison, et David encouragea chaque impulsion créatrice
Il l'inscrivit dans une bonne école privée où elle se fit facilement des amis, sa chaleur naturelle et sa curiosité la servant bien. Rachel mit plus de temps à s'adapter. Elle se déplaçait dans l'hôtel particulier comme si elle avait peur de toucher à quoi que ce soit, mal à l'aise avec la richesse qui l'entourait, et David devait lui rappeler à plusieurs reprises que c'était sa maison. Finalement, elle commença à se détendre. Elle passait du temps dans le jardin qui avait été négligé pendant des années et commença à lui redonner sa beauté. Elle lisait des livres de la bibliothèque et s'asseyait dans la véranda à regarder les oiseaux au mangeoire que David avait installé. Lentement, presque imperceptiblement, elle commença à paraître en paix. David continua de lui donner de l'espace, respectant les limites qu'elle avait fixées. Ils n'étaient pas un couple, pas techniquement, mais ils fonctionnaient comme une unité familiale. Ils dînaient ensemble chaque soir. Ils assistaient ensemble aux événements scolaires de Maya. Ils prenaient ensemble les décisions concernant son éducation et ses activités. Et parfois, tard dans la nuit, quand tout le monde était couché, ils s'asseyaient ensemble dans le bureau ou le jardin et parlaient comme avant que tout ne s'effondre. 1 an après que Maya eut frappé pour la première fois à la porte de David en vendant des bonbons, il organisa une petite célébration. Pas une fête d'anniversaire, bien que le véritable anniversaire de Maya soit dans quelques mois, mais plutôt une sorte d'anniversaire. Le jour qui avait changé toute leur vie. Il n'invita personne en dehors de leur famille immédiate, juste Rachel, Maya et la mère de Rachel, qui s'était considérablement réchauffée à son égard au fil des mois. Ils mangèrent du gâteau dans le jardin, où des fleurs sauvages poussaient maintenant en abondance grâce à la culture soignée de Rachel. Maya fit un discours à la fois drôle et touchant, remerciant David d'être son père et Rachel d'être la personne la plus forte qu'elle connaisse. Les yeux de David brûlèrent de larmes qu'il n'essaya pas de cacher. Quand Maya et sa grand-mère rentrèrent pour regarder un film, David et Rachel restèrent dans le jardin. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, et l'air s'était rafraîchi pour devenir agréable. « Merci », dit doucement Rachel. Pourquoi? De ne pas avoir abandonné, de nous avoir trouvés, de donner à Maya la vie que je n'aurais jamais pu lui offrir. David secoua la tête. Tu lui as donné tout ce qui comptait. Tu l'as gardée en sécurité. Tu l'as élevée pour qu'elle soit gentille, courageuse et intelligente. J'ai juste fourni un certain confort matériel. Tu lui as fourni un père. Ce n'est pas une petite chose. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant le coucher de soleil. Puis Rachel tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. Ce n'était pas la première fois qu'ils se touchaient, mais c'était différent d'une certaine manière, plus délibéré, plus significatif. « Je suis prête », dit-elle. « Prête pour quoi ?» Elle se tourna pour le regarder directement, pour essayer à nouveau, pour être non seulement des coparents, mais des partenaires, si tu le veux toujours. David sentit son souffle se couper. « Tu es sûr ?»« J'en suis sûr. Tu as été patient, gentil, et tout ce que j'aurais pu demander. Tu as prouvé que ce que nous avions avant n'était pas juste un engouement de jeunesse. Alors oui, j'en suis sûr. Si tu veux toujours de moi. » Il l'attira près de lui et l'embrassa, doucement d'abord, puis plus profondément, et c'était à la fois familier et nouveau. Quand ils se séparèrent enfin, ils pleuraient tous les deux. « Est-ce que ça veut dire que vous allez vous marier ?» La voix de Maya venait de l'embrasure de la porte où elle avait apparemment observé. Elle semblait ravie. Rachel rit en s'essuyant les yeux. « Nous allons devoir en parler d'abord. » « Vous devriez absolument vous marier, » dit fermement Maya. « Ça ferait de nous une vraie famille. »« Nous sommes déjà une vraie famille, » dit David. « Mais oui, j'aimerais épouser ta mère. » Si elle dit oui. Rachel le regarda, puis Maya, puis de nouveau lui. « Demande-moi correctement. » David se leva, entra dans la maison, et revint un instant plus tard avec une petite boîte qu'il portait dans sa poche depuis 3 mois, attendant le bon moment. Il s'agenouilla dans l'herbe devant Rachel et ouvrit la boîte pour révéler une bague.
Pas la même qu'il lui avait donnée 12 ans auparavant, mais similaire, un symbole à la fois de leur passé et de leur avenir. « Rachel Bernard, veux-tu m'épouser ?» Elle ne le fit pas attendre. « Oui !» Maya applaudit et courut les serrer tous les deux dans ses bras. La mère de Rachel apparut sur le seuil, souriant à travers ses propres larmes. Et David sentit le dernier morceau de son cœur brisé se remettre enfin en place. Il avait fallu 12 ans, un cruel coup du sort et une enfant courageuse, vendant des bonbons sur un perron, mais ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Les mensonges s'étaient dissipés. La vérité les avait libérés. Et maintenant, enfin, ils pouvaient construire la vie qui leur avait été volée. Le mariage fut petit et privé, célébré dans le jardin 6 mois plus tard. Maya fut la porteuse d'alliance, vêtue d'une robe qu'elle avait aidé à concevoir, son visage rayonnant de bonheur. Rachel portait une simple robe blanche, élégante et sobre, et quand David la vit s'avancer vers lui à travers les fleurs qu'elle avait plantées, il ressentit le même élan d'amour qu'il avait éprouvé la première fois qu'il l'avait vue toutes ces années auparavant. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, promettant non seulement de s'aimer, mais de continuer à construire la famille qu'ils avaient tant lutté pour protéger et réunir. Quand David embrassa sa mariée, Maya applaudit avec enthousiasme, et la mère de Rachel tamponna ses yeux avec un mouchoir. La réception fut tout aussi intime, juste une poignée des plus proches associés de David, en qui il avait confiance, et quelques-uns des nouveaux amis de Rachel et Maya. Il n'y eut aucun rappel de la douleur passée, aucune reconnaissance des années perdues. C'était une célébration de ce qu'ils avaient maintenant et de ce qu'ils construiraient ensemble à l'avenir. Cette nuit-là, après le départ des invités et une fois Maya couchée, encore vibrante d'excitation, David et Rachel se tinrent dans la chambre qu'ils partageraient désormais, regardant par la fenêtre le jardin éclairé par la lune. « Pas de regret ?» demanda David. « Aucun, » dit Rachel. « Enfin, peut-être un. J'aurais aimé que nous n'ayons pas perdu ces années. J'aurais aimé que Maya te connaisse depuis le début. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons nous assurer que l'avenir soit tout ce qu'il devrait être. » Rachel s'appuya contre lui, ses bras l'entourant naturellement. « Je n'ai jamais pensé que je me sentirais à nouveau en sécurité. Après ta mère, après avoir fui si longtemps, je pensais que la peur faisait simplement partie de moi. Mais tu m'as donné la sécurité. Tu nous as donné à toutes les deux un vrai foyer. Ceci a toujours été destiné à être ton foyer, dit David. Dès l'instant où je suis tombé amoureux de toi, cet endroit était destiné à t'accueillir. Il nous a juste fallu un certain temps pour trouver notre chemin jusqu'ici. » Ils restèrent ensemble à regarder la nuit, deux personnes qui avaient été déchirées et avaient retrouvé leur chemin grâce à une combinaison de destin, de courage et d'un amour qui refusait de mourir. L'hôtel particulier, qui avait autrefois résonné de solitude, résonnait maintenant de rires et de conversations. Les pièces qui n'avaient contenu que des souvenirs abritaient maintenant une famille vivante et respirante. Maya grandit dans cette maison, entourée d'amour et de stabilité. Elle excella à l'école, développa une passion pour l'art et la musique et n'oublia jamais d'où elle venait. Plus âgée, elle ferait du bénévolat dans les quartiers où elle avait autrefois vendu des bonbons, utilisant les ressources de son père pour aider d'autres familles en difficulté comme la sienne l'avait été. David la soutenait complètement, fier de la jeune femme compatissante que sa fille devenait. La santé de Rachel resta stable, et bien qu'elle ne retrouvât jamais complètement la force de sa jeunesse, elle vécut une vie pleine et heureuse. Elle continua à s'occuper du jardin, qui devint une sorte d'attraction locale, et lança une petite entreprise de vente de fleurs et de plantes, trouvant un but et de la joie à aider les choses à pousser. David réduisit ses engagements professionnels, déléguant plus d'autorité à des cadres de confiance, et passa son temps à se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Sa famille. Lui et Maya développèrent un lien étroit.
le genre de lien qui naît d'une compréhension sincère et d'un respect mutuel. Il n'essaya jamais de compenser les années qu'il avait manquées en étant surprotecteur ou étouffant. Au lieu de cela, il lui donna de l'espace pour grandir tout en s'assurant qu'elle sache toujours qu'il était là si elle avait besoin de lui. La mère de Rachel vécut avec eux pendant encore 5 ans avant de s'éteindre paisiblement dans son sommeil. À ce moment-là, elle en était venue à considérer David comme un fils, et elle mourut en sachant sa fille et sa petite-fille vraiment en sécurité et bien soignées. Ils l'enterrèrent dans un cimetière avec vue sur les montagnes et Maya plantait des fleurs sur la tombe chaque printemps. Les années passèrent. Maya obtint son baccalauréat avec mention, fut acceptée dans plusieurs universités prestigieuses et choisit d'étudier l'art et le travail social. David et Rachel assistèrent à sa remise de diplôme, les larmes aux yeux, se souvenant de l'enfant aux pieds nus qui avait frappé à un portail en vendant des bonbons et s'émerveillant de la jeune femme forte qu'elle était devenue. La veille du départ de Maya pour l'université, ils s'assirent tous les trois dans le jardin une dernière fois, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Les fleurs étaient en pleine floraison, l'air embaumait leur parfum, et les étoiles brillaient dans le ciel. « J'ai réfléchi, » dit Maya. « À ce jour où j'ai frappé à votre portail, vous vous demandez parfois ce qui se serait passé si j'avais choisi une autre rue, si je n'avais jamais vu cette photo. » David réfléchit à la question. « Je pense que nous nous serions trouvés finalement. Peut-être que ça aurait pris plus de temps, mais je crois que certains liens sont trop forts pour rester cachés éternellement. » Avant, j'étais en colère, admit Rachel, à propos de tout le temps que nous avons perdu. Mais maintenant, je pense que les choses se sont peut-être passées comme elles le devaient. Maya devait grandir forte et indépendante, apprendre la résilience et la compassion. Tu devais apprendre ce qui comptait vraiment dans la vie. Et je devais apprendre que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. Nous avions tous besoin de devenir qui nous sommes maintenant avant de pouvoir vraiment être une famille. Maya hocha la tête d'un air songeur. « Je suis contente d'avoir frappé à ce portail, même si j'avais peur, même si je me suis enfuie au début. Je suis contente d'être revenue. »« Moi aussi, » dit David. « Tu as changé toute ma vie en environ 30 secondes, les meilleures 30 secondes de mon existence. » Ils restèrent assis ensemble jusqu'à ce que les étoiles tournent dans le ciel et que la nuit se rafraîchisse. Finalement, ils rentrèrent dans la maison qui était devenu un véritable foyer, rempli d'épreuves de vie vécues ensemble, les œuvres d'art de Maya, les livres de jardinage de Rachel, les documents professionnels de David, tous mêlés dans un chaos confortable. L'histoire qui avait commencé avec une enfant vendant des bonbons pour aider sa mère malade s'était transformée en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Une famille déchirée par les mensonges et la cruauté avait été réunie par la coïncidence et le courage. La vérité qui avait été cachée si longtemps avait finalement émergé, apportant avec elle l'opportunité de la guérison et des secondes chances. David pensait souvent à sa mère au cours de ces années, essayant de comprendre ce qui l'avait poussé à des actions aussi extrêmes. Il ne lui pardonnerait jamais ce qu'elle lui avait pris, à lui, à Rachel, à Maya, mais il avait appris à accepter qu'elle avait agi par son propre sens tordu de l'amour, incapable de voir au-delà de ses préjugés et de son besoin de contrôle. Cette compréhension n'excusait pas ses actions, mais elle lui permit de faire la paix avec le passé. Rachel avait également fait sa propre paix. Elle ne regardait plus par-dessus son épaule, ne sursautait plus aux bruits inattendus, ne vivait plus dans cet état constant de peur qui avait défini sa vie pendant tant d'années. Elle avait affronté ses démons, y avait survécu et en était sortie plus forte. La femme qui s'était enfuie, enceinte et terrifiée, était devenue une femme qui pouvait se tenir droite et revendiquer sa place dans le monde. Et Maya, l'enfant né dans l'incertitude et la lutte, était devenu le pont qui les avait tous réunis. Son courage en retournant à l'hôtel particulier après s'être initialement enfui, son honnêteté en confrontant ses deux parents à des vérités difficiles, sa résilience en s'adaptant à des changements de vie spectaculaires,
Tout cela avait été essentiel à leur réunion et à leur guérison. L'hôtel particulier qui avait autrefois été un monument à la richesse et à l'isolement avait été transformé en un véritable foyer. Ses couloirs résonnaient maintenant de rires au lieu de vide. Ses pièces étaient habitées plutôt qu'exposées. Le jardin fleurissait de vie, soigneusement entretenu par des mains aimantes, et les 3 personnes qui s'étaient retrouvées contre toute attente continuaient de construire leur vie ensemble, un jour à la fois. Parfois, Maya ramenait des amis de l'université, et ils s'émerveillaient de la taille de la maison et de l'amour évident qui la remplissait. Elle leur racontait l'histoire de la façon dont elle avait trouvé son père, une version édulcorée qui omettait les parties les plus sombres, mais transmettait la vérité essentielle. Elle n'avait pas honte de ses origines, de la pauvreté et des difficultés qui avaient façonné ses premières années. Ces expériences avaient fait d'elle ce qu'elle était, et elle les portait non pas comme des cicatrices, mais comme des insignes d'honneur. David continua de soutenir diverses œuvres de charité axées sur l'aide aux familles dans la pauvreté, motivé par le fait de savoir à quel point sa propre fille avait failli passer à travers les mailles du filet de la société. Il utilisa sa richesse et son influence pour créer des opportunités pour des personnes qui lui rappelaient Rachel et Maya, des personnes qui n'avaient besoin que d'un petit coup de pouce pour changer complètement leur situation. C'est devenu l'œuvre de sa vie, plus importante que n'importe quelle affaire ou opportunité d'investissement. Rachel donnait parfois des conférences dans des foyers pour femmes, partageant son histoire d'évasion d'une situation menaçante et de reconstruction de sa vie. Elle parlait honnêtement de ses peurs et de ses luttes, des choix qu'elle avait faits et des conséquences qu'ils avaient entraînées. Et elle terminait toujours par le message qu'il avait soutenu dans les moments les plus sombres, que l'amour, le véritable amour, trouve un moyen de survivre même lorsque tout le reste s'effondre. Ils voyagèrent tous les 3 ensemble, découvrant des parties du monde qu'aucun d'eux n'avait visitées auparavant. Ils se créèrent de nouveaux souvenirs pour contrebalancer les années de séparation. Ils rirent ensemble, pleurèrent parfois ensemble, et construisirent le genre de lien qui ne vient que d'avoir traversé de véritables épreuves et d'en être sortis intacts. Et toujours, accrochée dans le couloir de l'hôtel particulier, se trouvait la photographie qui avait tout déclenché. L'image du jeune David et de la jeune Rachel, heureux et amoureux, figés dans ce moment avant que la tragédie ne frappe. Ils la gardaient là, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme la preuve que leur amour avait toujours été réel, qu'il avait toujours valu la peine de se battre pour lui. Maya s'arrêtait parfois devant, étudiant les visages de ses parents avant sa naissance, et elle souriait en sachant que contre toute attente, ce couple sur la photographie avait retrouvé son chemin, l'un vers l'autre. L'histoire de la façon dont une enfant vendant des bonbons était tombée par hasard sur la demeure de son propre père et avait découvert un mensonge vieux de 12 ans devint une légende familiale, racontée et répétée lors des rassemblements et des célébrations. Chaque fois qu'elle était partagée, le miracle de leur réunion semblait frais. Chaque fois, ils s'émerveillaient des probabilités et des coïncidences qui les avaient réunis. Mais sous le miracle se cachait quelque chose de plus fondamental, la simple vérité que l'amour, quand il est réel, profond et sincère, refuse de mourir. Il peut être caché pendant des années, enfoui sous les mensonges, la peur et la séparation. Il peut sembler impossible à retrouver, mais il persiste, attendant le moment où il pourra émerger à nouveau, où les barrières qui le contiennent finiront par se fissurer et s'effondrer. David et Rachel s'étaient aimés il y a 12 ans. Cet amour avait survécu malgré tout ce qui avait tenté de le détruire, et lorsqu'on lui en a donné l'occasion, il a de nouveau fleuri, plus fort pour avoir été mis à l'épreuve, plus profond pour avoir été cru perdu. Ils avaient eu une seconde chance que la plupart des gens ne reçoivent jamais, et ils la chérissaient complètement. Maya regarda ses parents vieillir ensemble avec satisfaction et joie. Elle leur avait donné cette chance en étant assez courageuse pour frapper à la porte d'un inconnu, en étant assez curieuse pour regarder une photographie, en étant assez forte pour affronter des vérités difficiles.
Elle avait été le catalyseur qui avait tout mis en mouvement, et elle portait cette connaissance avec fierté. Des années plus tard, lorsque Maya eut ses propres enfants, elle les amènerait à l'hôtel particulier et leur raconterait l'histoire de leur grand-mère qui s'était enfuie pour protéger son enfant, et de leur grand-père qui n'avait jamais cessé de l'aimer, et de la courageuse petite fille qui les avait tous réunis en vendant des bonbons par une chaude journée d'été. Les enfants écouteraient avec de grands yeux, puis ils courraient dans les mêmes couloirs que leur mère avait parcourus, jouant dans le même jardin, regardant la même photographie, et David et Rachel les regarderaient ensemble, les mains entrelacées, les cheveux grisonnants maintenant, mais toujours avec le même amour brillant dans leurs yeux. Ils avaient perdu 12 ans, mais ils avaient gagné toute une vie ensemble, et c'était plus que ce que la plupart des gens ne reçoivent jamais. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir s'étendait devant eux, brillant de possibilités. L'hôtel particulier témoignait du pouvoir de la vérité et de la résilience de l'amour. Il avait connu l'obscurité et la solitude, avait été rempli de mensonges et de secrets. Mais à la fin, il était devenu un foyer, un vrai foyer, construit sur l'honnêteté, le courage et les liens indestructibles de la famille. Les mensonges étaient tombés, la vérité avait émergé. Et 3 personnes qui avaient été déchirées avaient retrouvé leur chemin l'une vers l'autre et avaient construit quelque chose de beau sur les ruines de ce qui avait été détruit. C'est ainsi que leur histoire se termina, non pas par la tragédie ou la séparation, mais par l'amour, la réunion et la satisfaction tranquille d'avoir lutté pour quelque chose qui en valait la peine et d'avoir gagné. L'enfant qui avait frappé à un portail en vendant des bonbons avait trouvé son père. La femme qui avait fui dans la peur avait retrouvé son chemin vers la maison. Et l'homme qui avait pleuré un amour qu'il croyait perdu avait découvert que certaines choses sont plus fortes que les mensonges, plus fortes que le temps, plus fortes que tout ce qui tente de les détruire. L'amour perdure. La vérité émerge. Et la famille, la vraie famille, trouve un moyen de se réunir, même lorsque toutes les forces du monde tentent de les maintenir séparés. C'était la leçon inscrite dans chaque recoin de l'hôtel particulier, dans chaque fleur du jardin, dans chaque sourire échangé entre les 3 personnes qui avaient refusé d'accepter que leur histoire soit terminée. Ils avaient écrit une nouvelle fin ensemble, et c'était exactement la fin qu'ils méritaient.